La capacité d'un homme tient dans sa valeur à donner et non à recevoir. Albert Einstein, mesdames, messieurs, très heureux d'être avec vous pour les comptes, bien sûr, de cette émission nommée Touche à tout. Une émission qui vous fait énormément plaisir. Vous êtes à plus de 400 000 personnes en train de visualiser chaque jour nos émissions. On vous dit un grand merci pour vous. Alors, quelques sujets d'actualité, mesdames, messieurs. Nous avons fait venir pour vous les présidents de la génération Congo Nouveau. Il s'appelle justement Camille Richard Kalele Maloba. Il est sur ces plateaux. Chez nous, je crois que Camille Richard Kalele Maloba, si je n'ai pas massacré son nom, Malobo, il va recadrer justement après cette introduction. Alors, il nous a fait l'honneur justement d'être avec nous sur Touche à tout. Un grand merci à vous et bonsoir, monsieur Richard. Bonsoir. J'ai massacré votre nom. Oui, mon nom a été justement écorné. Mon post-nom, c'est Malobo et non Maloba. Ah, ok, Malobo, voilà. D'accord. Donc, juste le post-nom qui a été écorné. Je suis heureux. Moi aussi, c'est pour la première fois de passer sur votre plateau. Mais c'est un plaisir. C'est un plaisir pour nous aussi de vous recevoir sur Touche à tout, monsieur Malobo. Alors, nous allons un tout petit peu, avant d'entamer les sujets d'actualité, justement, et un tout petit peu parler de l'entrepreneuriat, de la politique. Vous avez mis en place tout un parti politique, la génération Congo Nouveau. Dites-nous pourquoi est né Congo Nouveau dans un pays où on a plus de 500 partis politiques. Quelle est la mission principale des Congo, la génération Congo Nouveau? Merci beaucoup. Vous avez parlé des 500 alors que moi j'en sais 700 quelque chose, d'officiellement reconnu par le ministère de l'Intérieur, mais dans des poches de plusieurs présidents imaginaires des partis politiques. Il y a aussi beaucoup de partis mallettes, des partis qui sont dans des poches. Donc on peut avoisiner les 2000 partis politiques. Parce qu'il y a plusieurs personnes sur la route qui se réclament président des partis. Ils n'ont ni bureau ni document. Donc cela veut simplement dire que ça ne marche pas, les choses vont mal, en Afrique en général, au Congo, chez nous en particulier, tellement que les gens n'ont plus rien à faire que faire la politique. Bon, si nous avons créé cette structure qu'on appelle Génération Congo Nouveau, je voudrais ici d'ailleurs rectifier pour dire que nous ne sommes pas un parti politique. Excusez-moi, nous sommes une ASBL à caractère politique. Nous l'avons créée avec cette dénomination Génération Congo Nouveau parce que nous rêvons d'une nouvelle génération, une génération différente de celle d'avant, par la mentalité, par la manière de voir et de faire les choses, mais également par rapport aux aspirations. Nos aînés, nos parents étaient dans la logique de servir les impérialistes. Pendant qu'ils servent les impérialistes, eux-mêmes se retrouvent parce que les gros lots vont pour les comptes des maîtres du monde. Là, le peu qui reste, ils se servent et laisse des déchets ou des miettes à la population. Alors, à dire simple, nous sommes un peuple abandonné à son propre triste sort. Et là-dedans, nous avons deux catégories de la population. Nous sommes tous, les Africains en général, des laissés pour compte. Mais là-dedans, nous avons deux catégories de laissés pour compte. Nous avons les laissés pour compte de la première classe et ceux de la deuxième classe. De la première classe, c'est vous, moi, tous ces Congolaises et Congolais qui ont eu la chance d'étudier, qui ont des petits emplois, ou même toutes ces mamans-là qui partent vendre, qui ont des Windsor par-ci, par-là, elles vendent. Bref, des gens qui sont à même de réaliser quelques bénéfices à la fin du mois, qui ont la possibilité de nouer les deux bouts du mois en leur manière, à leur niveau social. Alors, il y a une deuxième catégorie, c'est celle des laissés pour compte de la deuxième classe. Là-dedans, il y a des compatriotes qui n'ont jamais eu la chance d'étudier, ou soit ceux qui ont étudié, mais qui n'ont pas eu la chance d'avoir où trouver le pain quotidien. Donc, ils n'ont rien comme business, comme boulot, ainsi de suite. Alors, ce qui se passe, c'est que les
laissés pour compte de la seconde classe, tirent vers les bas, font niveler vers les bas ceux de la première classe. Pourquoi? Parce que nous sommes africains. Les solidarismes là qu'il y a en nous, la solidarité, elle est naturelle. Contrairement à des Occidentaux qui ont eu à monter une idéologie qu'on appelle le socialisme. C'est quelque chose de fabriqué, c'est artificiel. On a inventé ça pour gérer la population. Mais nous avons les social dans les sangs. Je ne peux jamais venir chez vous sans bénéficier de quelque chose, même de l'eau. Quand je suis arrivé, vous avez dit l'eau de l'invité, c'est là. Vous m'aviez offert ça. Mais chez l'homme blanc, c'est pas comme ça. Chez l'homme blanc, quand vous arrivez, on vous dit non, vous n'étiez pas programmé parce que lui fait tout sur calcul. Son budget mensuel est déjà bien calé. Il a mis autant des plateaux d'œufs à la maison, la boîte de lait et tout ça. Donc, venir te donner même un petit morceau de croissant, il s'est dit non, tu vas déranger son programme, son budget. Alors, les socialismes dont parlent les Européens, que nous, là même Africains, nous allons copier. Au point même, nos partis politiques des gauches ici vont se faire aliéner auprès des structures politiques ou politiciennes internationales. Ils le font avec ignorance. Parce qu'en réalité, les vrais socialistes, c'est nous. Parce qu'on n'a pas besoin de forcer pour être socialiste. Alors, avec cette logique, les pays, l'Afrique, tous les continents en général, est, on dirait, en train d'aller petit à petit vers l'enfer, est en train de sombrer. Nous sommes en train d'aller vers la disparition. Nous sommes en train d'aller vers une jungle. Nous tentons de se transformer en jungle. Alors, il fallait qu'une nouvelle génération vienne, avec de nouvelles idées, avec une autre manière de voir les choses, pour d'abord réveiller les Congolais. Qu'est-ce qui se passe? Les Occidentaux continuent à nous aliéner, continuent à nous mater, à nous coloniser. Cette fois-ci, par canal de nos propres frères congolais, qui prétendent être des leaders d'opinion, leaders politiques. Ce sont des gens qui sont en réalité au service des Occidentaux, au service des impérialistes. Parce que regardez ce qui se passe. Quand quelqu'un veut devenir président en Afrique, moi je ne refuse pas. Il ne faut pas évoluer dans un vase clos. C'est pas intéressant de rester dans son coin. La politique d'isolement n'est pas une bonne politique. Il faut avoir un esprit d'ouverture. Mais qu'est-ce qui fait que quand quelqu'un veut devenir président en Afrique, il doit aller flatter les Français, leur faire des promesses, il doit aller ici, il doit aller là-bas, ainsi de suite. C'est pas une bonne chose. Pourquoi? Parce qu'ils minimisent leurs propres frères, leur propre peuple. Ils estiment que le pouvoir vient de l'extérieur. Alors, il faut maintenant qu'une génération vienne montrer aux impérialistes que le pouvoir, c'est d'abord nous-mêmes. S'il faut travailler, s'il faut traiter, nous devons le faire d'égal à égal. Ça ne doit plus être des histoires genre on vous piétine, comme ce fut le cas à l'époque où Léopold II disait que le Congo, c'est sa propriété privée. Une propriété privée qu'il n'a pas développée, une propriété privée qu'ils ont colonisée et exploitée de tous les temps comme étant une colonie d'exploitation, au lieu de la considérer comme étant, par exemple, une colonie d'habitation. Regardez le cas avec l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, un Sud-Africain n'a vraiment pas besoin d'aller se réfugier en Europe, aux États-Unis. Ils n'ont pas ce temps-là, ils n'en ont même pas besoin. Ceux-là qui bougent, les Sud-Africains qui bougent, c'est dans le cadre de business. Ils viennent ici, ils sont là-bas dans le minerai, dans l'énergie et tout. Ils sont super bien chez eux. Ils n'ont pas besoin de bouger. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez, quand vous avez un séjour, quoi que vous soyez congolais, quand vous avez un séjour d'une année, 2 ans, 3 ans dans votre passeport pour les séjours sud-africains, vous allez à l'ambassade d'un des pays de l'Union africaine, de l'Union européenne, on vous donne facilement les passeports. Parce qu'on suppose que si déjà quelqu'un peut habiter l'Afrique du Sud, il n'a pas envié l'Europe. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu des colons qui avaient l'essence de faire de leur colonie une colonie d'habitation où eux-mêmes, les Blancs, habitent là. Ils restent là. Mais chez nous, une colonie d'exploitation, on vient, on construit à peine des petites histoires, ces accords, et tout ça, et puis ils repartent. Si aujourd'hui on a des infrastructures même comme le palais du peuple,
c'est parce que Mobutu avait coopéré à son temps avec les Chinois, et ainsi de suite. Vous voyez? Alors, il faut qu'il y ait une génération qui vienne avec une autre façon de voir les choses pour essayer de positiver les choses, pour essayer de dire aux dirigeants, faites attention, nous sommes là, nous venons. Il faut qu'il y ait des jeunes qui ne sont pas là pour faire les Djalelo. Parce qu'en faisant les Djalelo, on se tue nous-mêmes. Les Djalelo, c'est comme un cancer. On va y arriver justement. Vous voyez? Donc, voilà un peu en gros pourquoi on a créé cette structure. Et on dit à caractère politique parce que c'est la politique qui englobe le tout. C'est la politique qui a détruit les jeunes. Aujourd'hui, les jeunes sont devenus des djalelistes. Donc, pour qu'ils vivent, ils doivent faire les matolos, ils doivent chanter, ainsi de suite. Or, la personne pour qui tu chantes n'a peut-être pas ton niveau. Peut-être que tu es même spirituellement plus élevé que lui. Mais parce qu'il a du cash, tu viens te ambitieux, vous voulez changer tout un système comme ça. C'est une guerre de longue haleine, mais c'est pas pour autant qu'on doit se fatiguer. Lumumba a commencé une lutte vraiment avant même 60. En 60, on a obtenu l'indépendance, quoique administrative. Jusque-là, on n'est pas encore indépendant. Lumumba a obtenu, les combats continuent. Nous continuons les combats de Lumumba, de Laurent Désiré Kabila, de mais s'il vous plaît, M. Camille, vous avez tellement bien évolué. Je pense que la vision est très grande. C'est une vision panafricaine, je dirais. Bien sûr, bien sûr. C'est d'ailleurs pour ça, en passant sans vous interrompre, que nous avons, dans les cadres de notre lutte, nous avons également pensé à créer un outil d'encouragement. Parce que ici, on est habitué à encourager les gens seulement quand ils sont morts. On est habitué à laisser les bienfaiteurs, des bons messieurs, des bonnes dames, vivre comme ça sans encouragement. Et puis à la fin, quand ils meurent, on vient les primer. Nous, on ne veut pas de ça. On se dit, il n'y a plus de repères au pays, il n'y a plus de repères en Afrique. Il nous faut un outil d'encouragement, un outil panafricain. C'est pourquoi on a créé un trophée. On en parlera peut-être un jour, qui existe depuis 2 ans. Les trophées panafricains Afrique Paradis. Pourquoi Afrique Paradis? Parce que l'Afrique, c'est un paradis en réalité. Si les Occidentaux, tous ces impérialistes-là vivent, s'ils existent, c'est parce qu'il y a une Afrique qui existe. Si aujourd'hui nous sommes victimes dans l'Est du pays là-bas, de tout ce que nous vivons, c'est parce qu'on sait qu'il y a un paradis ici. Vous voyez? Alors maintenant, tous ces rares dignes fiches d'Afrique qui font du bien pour le pays, nous les encourageons avec notre trophée. Donc, nous avons une vision effectivement panafricaine. Et pour ça, nous travaillons en collaboration avec toutes les ambassades des pays africains en RDC. Très bien. Je vais vous laisser poursuivre parce que ce que vous dites est beaucoup capital. Pour nous, justement, quand on préparait l'émission, on ne savait pas que vous allez décoller jusqu'à ce point. Mais moi, je pense, c'est une observation, en même temps une question. Vous ne trouvez pas qu'il y a contraste entre votre grande vision et les postes que vous pouviez occuper dans le futur? Vous avez une vision pour influencer toute l'Afrique. La petite question est celle de savoir qui est Camille Malobo. Comment vous allez influencer toute l'Afrique? Vous n'êtes pas président de l'EAC, vous n'êtes pas président de la SADC, vous n'êtes pas président de l'Union africaine, vous êtes un Congolais, j'espère. Je sais que vous êtes Congolais. Bon, comment là, un Congolais va influencer l'Afrique? D'abord, la petite question, qui est Camille Malobo? Merci beaucoup. Camille Malobo est un avocat. Je suis avocat, je suis Congolais. Comme je ne vais pas aller dans des polémiques, comme les gens aiment des pères, non, des pères, de mères, je n'ai pas le temps pour aller dans ça. Je suis Congolais, j'ai vu des pères et des mères, plusieurs des pères et des mères détruire ces pays. Donc moi, j'ai pas besoin de ça. Les présidents, le premier ministre britannique est un Indien, mais il est en train de travailler pour la Grande-Bretagne. Donc moi, j'ai pas le temps d'aller dans des polémiques comme ça. Je suis Congolais, ça suffit là. Je suis avocat, je suis dans bien d'autres choses pour l'intérêt de mon pays, mais aussi pour faire face à des responsabilités qui sont les miennes. Et j'ai des activités que je gère. Je peux être patron de quelques petites entreprises. Entrepreneur aussi? Oui, on est dans tout ça. Et ça se passe bien. Président d'une grande ASBL dont je parle ici, la Génération Congo Nouveau. J'ai été candidat député national en 2018. Et pas besoin d'aller encore sur la polémique, comme j'ai dit. J'avais été élu.
Il est arrivé ce qu'il est arrivé. On a tourné la page. Ici, on se prépare pour 2023. Concernant votre seconde question, effectivement, nous savons que c'est pas facile. C'est pas facile de mener une telle lutte, mais nous croyons que nous arriverons. Lumumba, quand il a commencé, Lumumba n'avait pas un nom. Souvenez-vous ou renseignez-vous, on vous dira que Lumumba est passé à un moment donné comme simple agent de la Bralima. Bralima, à la Chopo, Kisangani, tout ça. Lumumba travaillait à la poste. Il était un simple monsieur Lumumba. Mais aujourd'hui, on parle de Lumumba, aller en Afrique du Sud, aller en Angola, aller en Europe, en Belgique, partout, vous trouverez, il y a des avenues. Avenue Patrice Emery Lumumba. Pourquoi? Parce qu'il a joué un rôle pour le bien de l'Afrique entière. Nous sommes en train de poursuivre la lutte de Lumumba. Nous sommes sur ses traces. Vous êtes accompagné par qui? Vous êtes seul? Je suis avec des jeunes. Je suis moi un visionnaire de la chose. Je n'ai forcément pas besoin d'avoir quelqu'un derrière moi. La logique aujourd'hui fait que quand on a une autorité qu'on appelle communément autorité morale, monsieur va vous donner la ligne à suivre. Comme vous vous dites, journalisme, la ligne éditoriale. J'ai pas besoin de ça. J'ai besoin d'être libre. Comme je suis venu là, je parle de ce que je pense par rapport à la vision de la G7. Mais si j'ai une autorité morale, l'émission, quand ça va passer, je vais vous dire non, Arnold, coupez là-bas. Ajoutez ça, Arnold, fais ça. Voilà. Tout ça là, c'est être en quelque sorte dans une prison qui ne dit pas son nom. Je n'ai pas besoin de ça. Et puis, pourquoi j'ai pas besoin forcément de quelqu'un qui vient accompagner pour donner les ordres? Parce que, en faisant cela, je serai en train d'avoir des moyens pour corrompre la morale ou les esprits des gens que je dirige. Or, moi, ma logique, ce n'est pas de traîner des foules moyennant de l'argent. Je vais chasser de la mémoire, de l'image des Congolais, que non, pour venir dans une activité politique, il faut nécessairement qu'on vous donne de l'argent. Il faut combattre cet esprit. C'est cet esprit de médiocrité-là qui a réduit nos jeunes à leur plus simple expression. Aujourd'hui, un jeune, il fait rien dans la vie, il est assis, il attend. Donc, il attend qu'on l'appelle dans un parti politique pour aller chanter, crier. C'est comme ça qu'aujourd'hui, moi, je peux dire, la jeunesse, tous ces jeunes-là qui vont dans des partis politiques, ils sont en même temps membres de 700 partis politiques. Parce que si vous appelez ici, regardez bien un certain Jean, vous les verrez. Si on l'appelle dans un autre parti, il enlève seulement les t-shirts de l'autre parti, il part dans l'autre. Mais si dans des partis, on ne donne pas des t-shirts, Jean va aller avec son même t-shirt là de la maison des VA, ou des Daring, ou des Orange. Vous les verrez dans tous ces partis politiques. Donc, s'il y a 5 activités dans la journée, avec des heures différentes, vous les verrez dans tout ça. Pourvu d'avoir 10 000 ici, 10 000 là-bas, et finalement, les soirs, il part, il prend son bombé, il prend un peu de bière, il dort. Ça, c'est la vie d'un homme, d'un être humain. Et avec ça, pendant ces temps, les Rwandais sont en train de se battre, leur jeunesse est en train de rejoindre l'armée, les Rwandais sont en train de s'entraîner. Au Congo-Brazzaville ici, pourquoi les gens ne blaguent pas? Il n'y a pas de blague ici, on ne badine pas là-bas. Là-bas, vous entendez l'histoire seulement en interne. Même nous ici, on peut jamais oser s'attaquer au Congo-Brazza. Parce que non seulement il n'y a pas de problème entre nous, mais aussi, ils sont tellement organisés que quand il y a eu des petits soucis à un moment là, vous avez vu comment les Yana ont fait des dégâts ici. Et nous, on avait peur de riposter. Donc, c'est pour dire qu'ils sont tellement organisés qu'il faut même pas oser. Bref, j'encourage ici la jeunesse, tous ces jeunes, intellectuels ou non, qui se sentent prêts à aller servir sous les drapeaux, de ne pas hésiter d'aller le faire sous les commandements de son Excellence le Président de la République, commandant suprême des forces armées de la police, d'aller servir sous les drapeaux au lieu de traîner dans des rangs des partis politiques, des politiciens véreux. Très bien. Alors, quelqu'un à la maison, justement, va me poser la question. Vous avez très bien parlé comme étant panafricaniste. Vous avez parlé de l'Afrique en général. 2 petites questions. Ouais. Pourquoi vous n'avez pas encore parlé de votre plan, justement, pour le développement de la RDC? Parce que, justement, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Vous avez peint un bon tableau pour l'Afrique, mais pour la RDC jusque-là, on n'a pas vu un programme de la génération Congo Nouveau. La deuxième petite question, je vais vous laisser décoller sur ça, c'est quelles sont vos grandes réalisations depuis que vous existez, vous?
quelles sont vos grandes réalisations Congo Nouveau, qu'est-ce que vous avez déjà réalisé? Vous pouvez nous énumérer, parce que là, les gens qui vous connaissent diront, mais M. Kani avait lancé une pétition contre les DG de la Régie des eaux pour la mauvaise qualité de l'eau. On dit que vous commencez des choses que vous terminez pas. À vous la parole. Merci beaucoup. Le monsieur qui a posé ou la dame qui a posé la question ne sait pas être informé sur notre projet de développement parce qu'il ou elle ne fréquente pas. Question de nous fréquenter, on a un très grand siège, des très très grandes installations à Matongé, sur avenue Chikapa numéro A45. Et en passant, je donne le numéro au monsieur s'il nous suit. Il peut nous appeler au 99 99 61 021, 99 99 61 021 ou 082 42 82 470, 082 42 82 470. Nous aurons à parler. Mais s'il faut quand même dire un mot, on ne peut pas penser développer le Congo si on n'a pas encore travaillé cet animateur-là qui va nous aider à développer le Congo. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, nous faisons du statu quo. Rien ne marche. Il arrive le moment où nous reculons même, nous revenons au point du départ, ainsi de suite. Nous ne décollons pas d'un certain niveau. C'est comme s'il y a un seuil qui avait été tracé pour lequel on ne nous permet pas de dépasser. Alors, c'est à nous de nous faire violence. Mais on peut pas faire violence. Tu as des taxibus. Tu as, à l'époque, c'était plus des combis, des transits, un peu des yas. Bon, on entre dans la série des sprinters. Alors, tu te dis, non, mes sprinters ici, je dois mettre des chauffeurs qui vont bien travailler parce que les yas, les combis s'abîmaient facilement. Mais tu prends le même chauffeur là, non enseigné, fumeur de chanvre, buveur de Bombay ou je ne sais pas quoi. Tu le prends, tu le mets dans les sprinters. Il va prendre l'esprit des yas, venir avec dans sprinter. Donc, il faut d'abord travailler l'homme. C'est pourquoi nous, dans le cadre de nos objectifs, nous réformatons les jeunes. Chez nous, quand vous venez, les gens, à la première fois, ils viennent toujours avec des tendances. Oh, président, oh, préso, et tout ça. Ils viennent, oui, pas de problème, j'écoute. Quand on va commencer les enseignements, quelqu'un qui faisait du bruit même quand on enseignait, au fur et à mesure que vous avancez dans l'enseignement, sur le patriotisme, sur la conscientisation de l'être humain, parenthèse, vous voyez la personne commencer à changer des attitudes. Ah, il commence à devenir silencieux, il parle plus. Avant de partir, vous terminez comme ça. Président, merci. Demain, je serai là à 7 heures. Sans prendre d'argent. Il part. Il demande pas l'argent. Il part. Alors, vous lui donnez quoi, en fait? Non, la connaissance. Vous réveillez quelqu'un que non, monsieur, moi qui te donne de l'argent, si je te donne, j'achète ta conscience. Donc, quand toi, tu vas venir m'acclamer, vous êtes nombreux, le président Fatih va voir que je suis fort, il va me donner un poste. S'il me donne un poste, ça serait pour ma femme, mes enfants et ma famille. Toi, tu vas rester pauvre comme tu es là. Un monsieur comme ça, mais vous révoltez son esprit et vous lui montrez les retards. Vous lui montrez d'abord les richesses du Congo. Nous avons plus de 80 millions d'hectares de terres arables qu'on peut utiliser pour l'agriculture. Et si on le fait, notre économie ne sera plus extravertie. Nous allons changer un peu. Nous allons petit à petit revenir introvertis. Mais vous expliquez ça aux jeunes. Vous lui montrez les richesses que nous avons. Comment ces richesses-là, on n'a aucune idée. Un Congolais qui n'a de surcroît, vous lui mettez tout ce qu'on parle là, cobalt, de l'or, il va regarder, il sait pas à quoi ça ressemble. Il peut même prendre ça, il part donner à son fils pour jouer. Parce qu'il connaît pas la valeur. Mais ceux-là qui viennent de l'extérieur, qui viennent nous créer la guerre pour nous piller, connaissent la valeur. Alors, quand vous montrez aux jeunes qu'il y a moyen de développer ça les révolte. Vous voyez? Donc, il faut d'abord travailler l'homme. Il y a beaucoup de projets dans tous les domaines. L'entrepreneuriat, on est déjà dans ça. Nous travaillons avec l'ANADEC. Je sais pas si vous connaissez. Avec Monsieur Bidoya. Oui, nous travaillons avec l'ANADEC. L'ex-OPEC. Voilà. Nous travaillons avec l'ANADEC. Nous faisons, nous montons beaucoup de projets par rapport aux jeunes qui sont déjà un peu développés. Il y en a qui sont déjà dans ça, mais qui n'étaient pas enseignés. Nous faisons venir des temps en temps. Qu'est-ce que vous faites exactement avec l'ANADEC? Avec l'ANADEC, on a un partenariat d'abord qui consiste à faire former des jeunes à chaque fois qu'ils ont des formations. Nous envoyons des jeunes parce que à la GSN, je vous ai dit, on a plus de 30 000 membres. Parmi eux, il n'y a pas que des jeunes désœuvrés. Il y en a aussi qui sont qui ont
un peu des mouvements, mais qui n'étaient pas enseignés. Il y en a qui ont des fonds, mais qui ne savaient pas exactement ce qu'il faut faire. Vous allez voir l'autre, il a l'argent à la maison, il part seulement ici à Brazza, il achète les soins, il vient donner un crédit pour des petits intérêts et tout. Alors, quand on a commencé à travailler avec l'ANADEC, non seulement que l'ANADEC rôde nos jeunes, à les pousser même, à les orienter vers comment il faut faire pour obtenir des crédits, et quand vous les avez, comment il faut gérer. Vous montrez aussi à ceux-là qui ont déjà un peu d'activité, comment il faut faire pour les fructifier, ainsi de suite. Les jeunes ont commencé à prendre goût. Alors, on avait mis en place un projet qui allait consister à avoir un partenariat permanent, qui allait consister à nous accorder même certains avantages à chaque fois qu'il y a des offres avec ANADEC. Bon, on avait dit en janvier, on va bien revenir sur ça. Mais l'année passée, vers septembre, octobre, novembre, on avait activement travaillé ensemble. Il y a aussi INPP. Vous savez qu'à l'INPP, il y a un quota que l'ambassade japonaise octroie pour des formations gratuites avec des supports, des trousseaux, des supports pour les Ça, on jeunes. sait pas. Ça, la jeunesse ignore. Alors nous, dans le cadre de fouiller l'information, on a découvert. Et on a écrit à l'INPP, les DG à l'époque, de l'époque qui faisaient l'intérim, KMB, nous avait promis de faire quelque chose dans le cadre de partenariat. Bon, il a été rétrogradé en DGA. Bon, il y a un DG qui est arrivé. Le PCA Lukulasi. Oui, nous tentons encore essayer de remettre. Donc, bref, nous nous battons pour la jeunesse. Vous voyez? Alors, ça, c'est dans le cadre des projets. Vous avez évoqué la question liée à la pétition contre les autorités. Non, ça aboutit. La personne qui a posé cette question n'est pas informée. Ça aboutit. Au départ, notre objectif, par colère sainte, on se disait qu'on allait faire coller un procès à la régie des eaux et à la SNEL parce que les droits à l'accès à l'eau, à l'électricité, mais aussi à un logement décent, c'est un droit constitutionnel. Mais la régie des eaux et la SNEL viole ces dispositions constitutionnelles matin, midi, soir, depuis plusieurs années. Alors, on se disait, non, on doit revendiquer nos droits. Parce qu'aujourd'hui, si je pose un acte qui va dans le sens à pécher contre la loi, on va m'arrêter. Vous me verrez là avec des menottes aller au parquet. Mais pourquoi quand les sociétés, ces tactiques violent la loi vis-à-vis de la population, on n'intervient pas? Nous devons nous-mêmes saisir la justice. Mais après, plus on récoltait comment on dit, les signatures, nous avons résolu, parce qu'on évalue régulièrement, nous avons résolu de confier cette charge aux députés. Donc, c'est aux députés parce que là, on portait pas plainte contre les DG en tant qu'individus. C'est contre la société. Or, les députés ont le pouvoir d'interpeller et les services de l'État et les animateurs. Vous voyez? On a déposé en bonne et due forme les 100 000 signatures, plus notre mémo bien repris par rapport à l'action. Alors, c'est à l'Assemblée nationale de jouer son rôle. Si elle ne joue pas son rôle, les parlements en général, là, c'est pas notre problème. Est-ce que la question d'ailleurs que j'aimerais poser, que je viens de lire, est-ce que vous pensez pas que vous avez de belles visions, mais vous êtes beaucoup limité parce que vous n'êtes pas décideur, justement? Quelqu'un pose la question, pourquoi vous voulez pas travailler avec Félix comme ministre, comme tout ce qui va avec? Écoutez, ce qui est vrai que, je suis venu avec une vision qui a commencé, en mi-mandat de Félix Tshisekedi. Okay. Travailler avec Félix aujourd'hui, on peut pas refuser un poste. Si on veut me nommer, je vais pas refuser. Okay. Parce que là, je vais appeler, Arnaud, bon, il y a, viens signer avec moi un partenariat avec ton média, tu deviens aussi partenaire de mon ministère. C'est bien. Ça élargit notre famille, ça cimente nos relations. C'est bien. Ma famille, mes frères, mes sœurs, mon épouse, mes enfants seront heureux d'avoir un ministre. Mais ça ne fait qu'échanger mon statut à moi, pas de la population. Voyez? Donc, mieux vaut travailler pour la population. Du moment où vous ne manquez pas de quoi nouer les deux bouts du mois, mieux vaut penser à la population. C'est depuis 2006 que les gens me courent derrière pour me demander, on m'appelle Prézo, avant même que je ne crée la GSM. Prézo là, de quoi? Comme on dit, des matolos. Voyez? Alors, pourquoi il faut laisser vos semblables, vos êtres humains, continuer à être derrière vous dans les matolos, alors que vous pouvez vous battre pour que la situation s'améliore pour tout le monde? Donc, on peut pas refuser un poste, mais il faut d'abord travailler pour la population. Je vais vous donner un exemple sur l'importance d'œuvrer pour la population. Je n'ai pas faire l'apologie des politiciens,
sans raison, mais je vais quand même en parler parce que c'est quand même un cas qui est positif. Vital Kamerhe, en 2007, alors que le tout-puissant Vital, président de l'Assemblée nationale, il y a eu des problèmes, les troupes rwandaises qui devaient entrer par l'est du pays pour la patrouille mixte et tout ça. Vital Kamerhe dit non, moi je ne suis pas saisi en tant que président de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale n'est pas saisie. Il en a parlé, il en a fait un problème. Alors que le président Kabila à l'époque voulait que ça se fasse de cette façon. Et la famille politique du chef de l'État de l'époque a retiré sa confiance en Vital Kamerhe. Vital pouvait aller faire des courbettes, mais salam alaikum à Kabila, pour dire non, il y avait eu une erreur, je demande pardon, laisse-moi. Président de l'Assemblée nationale, même des Gondwana, même des Kalari là-bas, il n'est pas n'importe qui, mais d'un pays comme le nôtre ici, ben c'est un grand monsieur qui a toute une fortune à gérer en termes d'argent. Mais il avait préféré quitter le pouvoir pour être du côté du peuple. Vous voyez? C'est pourquoi aujourd'hui les gens ne comprennent pas pourquoi Kamerhe est toujours populaire malgré tout ce qui arrive dans sa vie privée et tout ça qui déçoit. Mais il est toujours populaire. Les gens ne comprennent pas. Même si cette popularité est relative. Mais c'est parce que Vital Kamerhe avait fait preuve d'homme d'État en quittant la mangeoire pour rester avec le peuple. Et il a subi des humiliations terribles. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez, cet événement, cette histoire-là, les soutient d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est important d'être du côté de la population, de travailler pour la population. Même si vous ne gagnez jamais de toute votre vie des postes ou je ne sais pas quoi, mais votre nom va rester gravé dans la mémoire collective. Très bien, votre nom va être gravé dans la mémoire collective. Je rappelle ici, mesdames, messieurs, nous sommes avec le président de la génération Congo Nouveau. Et nous avons consacré toute une émission spéciale pour parler justement de Congo Nouveau. Je pense que sur base de nos partenariats, vous aurez peut-être la chance d'avoir cette émission chaque semaine. Cela va dépendre de notre disponibilité avec le président, justement. Vous venez justement là de parler de la population. Je vais vraiment rester parce que cette émission est spécialisée pour des questions de Congo Nouveau. Nous voulons découvrir ça, nous voulons promouvoir, accompagner Congo Nouveau. Mais vous avez parlé de la population et ça me touche. Parce que vous, votre parti est au centre, justement, à Matongi, dans la commune de Kalamou. Le premier citoyen de la ville, M. Gentili Ngobila, ensemble avec son vice, M. Jikoko, dont vous connaissez bien, ont pris une décision d'assainir la ville. Et ces derniers temps, ils sont en train de, je dirais pas casser brutalement, mais ils cassent des terrasses, des restaurants, des mamans commerçants, de la population justement, à Kalamou, sur l'avenue du Stade, partout, là où vous êtes justement. Analyse et réaction par rapport à cette décision. Merci beaucoup, tout en félicitant toutes ces Congolaises et tous ces Congolais qui se réveillent tout le matin pour aller travailler aux fins de nourrir leur famille. Très bien. Bravo. En tout cas, applaudissez pour cette réflexion d'abord. Applaudissez pour lui. Un homme de cœur d'abord. Il félicite les entrepreneurs, les commerçants. Tout en les félicitant, je voudrais également dire à mes compatriotes que ces droits-là, ces réflexes-là, ces sens de responsabilité ne fait pas appel à l'anarchie. Ok. Monsieur Arnaud, vous voyagez. Vous voyez ce qui se passe sous d'autres cieux. Je n'irai pas loin, je prends les pays limitrophes. Même les pays de notre ennemi Kagame. Mais quand vous allez là-bas, vous ne trouvez pas des gens vendre à même les sols sur les chaussées. Allez en Angola, je ne prendrai même pas Luanda. Allez à Lubango, la ville nouvellement construite là. Allez voir comment elle est. Les gens qui vivent là-bas n'ont rien à envier en Europe. Allez en Afrique du Sud, là-bas c'est encore extraordinaire. Vous ne trouverez pas des gens dans des rues en train de vendre. Parce que tout est réglementé. Tout est réglementé. En vendant sur les rues, nous sommes tous, et les vendeurs et les acheteurs, nous sommes tous exposés. Les vendeurs sont exposés à des accidents. Sur la chaussée, vous voyez, vous avez des aveugles qui viennent demander de l'argent, des chailleurs là qui vous vendent des histoires, des téléphones et tout ça. Bon, vous avez, ça nous arrive. Je suis conducteur, vous l'êtes. Vous savez qu'il arrive des moments où il arrive à quelqu'un de somnoler au volant. Exact. Vous pouvez somnoler, mais quand quelqu'un est là, vous l'écrasez. Ça devient un problème. Les mamans qui vendent à même le sol, les mamans des marchés pirates,
courent également le même risque de se faire tamponner. Mais, au-delà de ça, les véhicules qui roulent dégagent un gaz qui crée des maladies qu'on ne sait voir. La pollution là, qui sort des tuyaux d'échappement, c'est une maladie pour l'être humain. Les légumes qui vendent sur la route, les épices, les fruits et tout ça là, ce sont des maladies. En dehors des véhicules, il y a aussi la saleté là, surtout lorsqu'il pleut. Il y a des gens qui marchent avec des chaussures, ils viennent passer sur des sacs, là on vend des histoires. Donc bref, nous sommes exposés à des accidents et des maladies. Mais aussi à des cas de vol. Parce que quand vous êtes entassé là sur la route, les gens se cognent et tout ça, ça favorise les vols. Ce n'est pas intéressant de vendre comme ça. Les marchés pirates partout dans le monde entier ont toujours été détruits par brutalité. Okay. À part ça, vous avez parlé de démolition des constructions anarchiques. Mais ça aussi, c'est quelque chose pour lequel il faut féliciter le couple Gentili Ngobila et Jekoko Mulumba. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles je ne suis pas d'accord avec eux par rapport à la gestion de la ville. Malheureusement, ils sont fin mandat, mais au moins, ce qu'ils posent maintenant comme acte va aider d'abord les Congolais, vendeurs comme acheteurs, d'être à l'abri des maladies, d'être à l'abri des accidents. Mais aussi, ça ferait que nous, là, puissions bénéficier de tout ce que la ville mobilise comme recette, parce qu'on va maintenant obliger à la ville, puisque vous ne voulez pas des marchés pirates, construisez-nous les marchés modernes. Exact. À l'intérieur, où on sait entrer. Allez à Brazza. Il y a des marchés avec des étalages. Bien fait. Alors, ici, chez nous, cela n'arrive pas. Pourquoi? Les gens veulent toujours avoir des clients dehors. Non. Pousser les gens à entrer à l'intérieur des marchés pour acheter. Vous voyez? Donc, moi, je suis entièrement d'accord avec ça. Des constructions anarchiques, il y en a eu posées même sur des caniveaux. Allez à Matongue, non loin de mon siège. Un espace là qu'on appelle Monakim. J'ai vu, on a détruit en dessous. Donc, c'était des mis comme leur parcelle, mais en dessous, là, il y a les caniveaux. C'est quoi? On est où? On est où là? Et tout ce que les gens éjectent comme urine et tout ça, ça passe directement par les caniveaux là, ça va de l'autre côté. La matière fécale, ça passe par là. Vous voyez, les gens éjectent là. C'est pas normal. Donc, moi, je pense que Gentili Ngobila et son adjoint sont en train d'abattre, avec cette action, ils sont en train d'abattre un travail de qualité qui va également permettre à nos chaussées de s'élargir. Il y avait des fois des embouteillages bêtes. Ici, on n'a pas de voiture. Nous disons avoir des voitures, il n'y a rien. Il n'y a rien. Allez dans des pays où il y a des industries, où l'on fabrique des véhicules. Mais les véhicules roulent sur les autoroutes sans problème. Chez nous, ici, on n'a pas de véhicules, on n'en a pas assez. L'embouteillage est dû au fait que les marchés pirates sont partout, les chailleurs, les aveugles, tous ces gens-là qui se mettent à demander l'argent sur la route. Bref, c'est à l'État congolais de s'organiser aussi. Parce que dans des pays sérieux, on doit prendre tous nos frères, toutes nos sœurs qui ont des soucis de santé, les handicapés mentaux, physiques et tout ça, on doit les encadrer. Ce sont des gens qui ont déjà des soucis de santé. Alors, il faut que l'État les aide à vivre. Évidemment, partout dans le monde, ils réclament toujours qu'ils ne sont pas très bien pris en charge, mais au moins, qu'ils soient quand même pris en charge. Ils ne viendront pas dans la rue quémander. Vous voyez? Donc, blâmer les policiers pour dire non, vous occasionnez les embouteillages, c'est bien, mais que l'État commence d'abord par jouer sa part, remplir sa part du contrat, vous verrez que tout va se régler. Alors, comme déjà l'État a commencé à poser des actes comme on a vu là, notamment la baie d'Engaliema qui avait été démolie, alors je pense que les choses vont revenir sur les rails. Les choses vont revenir sur le rail, très bien. Alors, pensez-vous pas que beaucoup de personnes iront en chômage? Et l'avant-dernière question, justement, pour qu'on chute, quelle est la vision de Congo Nouveau pour lutter contre le chômage en masse en RDC? L'utilisation objective de la jeunesse, c'est-à-dire, il faut offrir sans cesse, sans réserve des opportunités, des formations aux jeunes. Formidable. Sur l'entrepreneuriat. Parce que quand quelqu'un quitte l'école, vous ne pouvez pas souhaiter à cette personne-là de devenir un quémandeur d'emploi. Il faut les former à devenir créateurs d'emplois. On parle ici du numérique. Vous savez, dans le monde numérique, combien d'opportunités il y a?
qui peut faire des millionnaires. L'État congolais nous parle, on nous a même créé tout un ministère. Ce ministère-là, qu'est-ce qu'il fait pour la population? Il faut travailler avec la jeunesse. Il faut donner la chance à la jeunesse. Les jeunes qui peuvent aller vers l'armée, orientez-les vers l'armée. Sinon, tous les autres là, aidez-le à apprendre. C'est la connaissance qui fait émanciper. On dit, le travail procure l'indépendance. Oui, c'est bien beau. Mais la connaissance peut faire de vous un grand. La connaissance. Quand j'ai la connaissance que non, comme on a ici, est-ce que vous savez, pour de jeunes des pays développés, seulement avec ce que nous avons ici, ils peuvent faire beaucoup d'autres choses. Nous nous limitons à voir les lumières, les caméras et tout ça. Mais un jeune d'un pays développé peut aussi penser à quelque chose d'autre ici, d'extraordinaire. Vous voyez pourquoi? Parce que il y a une connaissance qui se loge en eux de manière permanente. L'État congolais doit être capable d'être créatif en organisant régulièrement dans toutes les provinces des sessions de formation en renforcement des capacités pour la jeunesse. Il ne faut pas abrutir les jeunes seulement avec la musique. La musique, on part à capella, on mange le ngoulou et tout ça. Non, c'est pas ça une vie. Et puis vous mangez le ngoulou la nuit. Tu manges la nuit c'est fait pour dormir. Hein? Après 20 heures, on ne mange pas. Vous laissez les Congolais ignorants, ils mangent la nuit trop de ngoulou, ils boivent trop de bière, ils partent dormir, l'estomac ne sait pas fonctionner, le cerveau ne sait pas réfléchir, parce que quelqu'un d'intelligent, même sous le sommeil, sa tête peut tourner. Mais quand tu as bu, tu es fatigué, tu dors, tes rêves tournent autour des capellas. Tu vois la bière, tu vois comment tu étais en train de danser. Vous voyez, vous vous réveillez le matin, tu n'as même pas 100 francs pour acheter du pain, tu n'as pas brossé tes dents, tu deviens pensif. Alors, si tu es tellement désespéré, tu vas à Capelle, à Victoire, tu vas commencer à voler des rétroviseurs sur les véhicules des gens, des enjoliveurs pour aller vendre. C'est de cette jeunesse que nous voulons dans ces pays. Les quelques rares Congolais que nous avons dans la classe politique, le chef de l'État l'a dit, lui-même, sa génération, les générations d'après lui, ne céderont jamais un seul centimètre de notre pays être balkanisé, ne laisseront pas. Mais c'est bien beau, Excellence, Monsieur le Président de la République de l'Édit, mais il faut des programmes spéciaux pour la jeunesse. Le ministre de la Jeunesse qui est là actuellement, Monsieur Yves Bonkolo, que je salue en passant, mais il est là que pour l'être. Oh, je pense qu'on l'a remercié, je pense qu'on l'a remercié comme il est membre de l'UDPS. On l'a remercié parce qu'il était président de la jeunesse. Qu'est-ce qu'il fait là? Vous êtes très occupé à vous battre pour la jeunesse, je suis vos émissions. Merci. Mais citez-moi un seul souvenir que vous avez du passage de Yves Bonkolo au ministère de la Jeunesse. Il n'y en a pas. Qu'est-ce qu'il fait pour la jeunesse? Il fait rien. Vous voyez? Donc, moi, je vous dis, j'ai une autre façon de voir, de faire les choses. Ce que vous dites là. Oui, j'ai une autre façon de voir et de faire les choses, mais je n'aime pas citer les noms des gens. Mais quand je parle des individus, c'est lorsque vous occupez un poste de l'État qui n'est pas le vôtre, qui n'est pas de votre parti. C'est pour tous les Congolais. Vous l'occupez pour dormir, mais si on ne s'entendra pas, je vais vous embêter jusqu'à ce qu'on mette quelqu'un qui convient. Donc, si dans l'équipe qui viendrait, on remet M. Yves Bonkolo, je serais désolé. Parce que la jeunesse, c'est le fer de lance. La jeunesse, c'est l'avenir de demain. Et pour que l'avenir soit radieux, il faut qu'il soit préparé déjà aujourd'hui. Ce n'est pas avec des animateurs, des structures d'encadrement de jeunes dormeurs qu'on va espérer avoir un avenir radieux. En d'autres termes, il ne comprend pas sa vraie mission en tant que ministre de la Jeunesse. Il a une lourde charge, justement. J'ai tout dit. Nous nous battons chaque jour avec les moyens du bord. Nous nous battons pour encadrer la jeunesse. Je vous inviterai un jour, vous viendrez, on va faire une émission là-bas dans nos installations. Vous verrez. Dites-moi, j'ai travaillé où? Citez-moi. Oui, j'ai déjà été plusieurs fois conseiller des ministres. Mais j'ai travaillé où moi-même en ayant la signature de l'État? Nulle part. Mais avec les moyens du bord, mes collaborateurs sont là pour témoigner. Plusieurs jeunes qui sont passés à avoir des formations chez moi vont témoigner les jours que vous viendrez. Et certainement, vous prendrez aussi des jeunes. Ils vont vous dire, je n'ai jamais été chef d'un service de l'État, mais je me bats pour la jeunesse. Je les aide. Il n'y a pas d'image là, on n'a pas d'image. Oui, mais vous allez en avoir. Venez, vous allez trouver. On peut aussi vous envoyer. Les jeunes sont là chez moi à apprendre l'informatique. C'est pas l'informatique d'aller montrer. Ils pratiquent. Chez vous là?
chez nous. L'année passée, Organisez-vous, vous allez venir. Les machines sont là, ils pratiquent, ils savent comment faire ceci, faire cela. Il y a ceux qui apprennent l'anglais. On ne peut pas minimiser l'anglais aujourd'hui, même si notre outil de travail, c'est le français. Mais l'anglais, c'est pas aussi à minimiser. Aujourd'hui, grâce à l'anglais, il y a des gens qui sont dans des ambassades en train d'interpréter et ils sont importants auprès des autorités. Vous voyez d'autres présidents qui parlent pas l'anglais, comment il y a tout le temps quelqu'un derrière. En étant derrière, pour un simple anglais appris, vous commencez à entendre les secrets des présidents. Hein, il a dit ça, oui, ouais, tu vois. Vous voyez? Pourquoi? Parce que la personne a appris l'anglais. Alors, nous apprenons les français, parce que les français, c'est bien beau d'en parler comme on parle là. Il faut maintenant écrire. Pas écrire des textos comme les gens, des fois, quand ils ne savent pas écrire, ils cherchent à faire des abréviations. Tu dis quoi? K-O-I. Non. Tu écris ça bien avec des... Elle respecte tout. C'est un problème. Nous apprenons aux jeunes comment il faut l'écrire. Il y a plusieurs jeunes aujourd'hui qui se plaignent. Qui est derrière vous, justement? C'est des gros moyens. Pourquoi vous investissez tant pour la promotion de la jeunesse congolaise? Là où il y a l'amour, Dieu pourvoit toujours. Je vous ai dit, je ne suis pas un parvenu. Nous sommes dans le monde de la politique et des affaires depuis des années. Nous n'avons pas des moyens colossaux, mais avec le peu que nous gagnons, nous préférons marcher ensemble avec la jeunesse. Un jour, si jamais je suis élu député, les gens vont dire, oh non, mais comment il est élu? Je suis élu parce que je marche avec la population depuis 2006. On chemine ensemble. Vous voyez? Et si je suis élu, ça ne serait pas pour aller chercher de quoi manger. Ce ne serait pas pour aller acheter des voitures. Parce que le peu que nous avons nous permet de rouler, de manger, de faire ceci, de faire cela, de se vêtir. Alors, si nous allons aller là-bas, ça serait davantage pour parler de la population. Parce que là, maintenant, on a des titres officiels. On peut mieux parler pour le bien de la population. Vous voyez? Donc, nous sommes vraiment les esclaves du développement de la jeunesse, de l'épanouissement, de l'émancipation de la jeunesse. C'est ce que nous faisons en longueur de journée. Pendant l'histoire de Bombay, on a mené beaucoup de campagnes. Nous avons fait faire des chansons qui sont passées sur plusieurs médias, notamment la RTNC, pour décourager la jeunesse au Bombay. Nous menons beaucoup d'actions sur le terrain, des curages des caniveaux. Nous sommes régulièrement en contact avec l'OVD dans le cadre des partenariats pour les curages des caniveaux. Parce que c'est aussi une source de maladies. Nous aidons l'État, nous aidons la population de diverses manières. Voilà. Très bien. En tout cas, je pense que ça, c'est la première partie. Nous aurons des séries d'émissions parce que je pressens là que vous avez beaucoup à donner. Alors, l'émission aussi Touche à tout va vous accompagner. Justement, merci. Vous avez mis accent à la formation de l'homme congolais. Ça, c'est une très bonne chose. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin, justement. Votre dernier mot, et puis on va se séparer en bonté. Dernier mot, je vais m'adresser à la population en général et à la classe politique. Le pape a parlé. Je pense que les hommes politiques ne doivent pas considérer ce message du pape comme étant le message destiné uniquement aux Occidentaux impérialistes qui viennent nous endeuiller avec l'instabilité de l'Est. Il s'est aussi adressé aux politiciens pour dire arrêtez de considérer ce pays comme étant une mine d'or où vous devez venir puiser. Il a parlé parce que les politiciens, plusieurs politiciens, le président de l'Assemblée nationale, citoyen Bosso Kodia Kwanga, l'avait dit une fois, vous les politiciens, les députés, quittez les groupes armés. C'était pas anodin. Il a dit ça parce qu'il a des informations, il est détenteur d'informations irrélatives. Donc, que les politiciens qui ont élevé l'option de combattre les pays par des rébellions arrêtent de le faire. Que les politiciens qui savent qu'ils sont en train de chercher les postes de la magistrature suprême, accéder là-bas pour leurs intérêts personnels ou les intérêts de leurs maîtres, les impérialistes, arrêtent d'avancer vers la magistrature suprême avec des idées comme ça. Il faut avoir pitié des Congolais. Les Congolais meurent. Comme on parle même avec vous ici, je suis sûr qu'il y a des tueries dans l'Est là-bas. Nous les apprendrons certainement. Alors, c'est pas intéressant de continuer à vivre ça de manière répétitive, sans repos. C'est pas bien. Il faut arrêter. Soyez sérieux. Vous avez déjà amassé de l'argent dans ce pays. Celui qui a de mauvaises intentions ne peut que se retirer, se contenter de tout ce qu'il a gagné dans ce pays pour continuer à vivre sa vie avec sa famille. Mais celui qui a réellement la volonté d'aider le pays, qu'il tente
grâce à Dieu, avec la volonté du peuple aussi, il pourra y arriver. La population elle-même, arrêtons de nous faire manipuler, de nous faire berner pour les billets des banques. Tous ces gens-là qui viennent nous solliciter pour leur accorder du crédit afin d'accéder à la magistrature suprême ou même seulement dans des postes de députation et tout ça, ce sont des gens qui ont des cachets, qui ont des cachets, des agendas cachés. Pour la plupart, surtout ceux-là qui viennent de la diaspora, généralement, il y en a qui, il n'a rien à voir ici, il se débrouille pour attraper des crédits là-bas, il vient ici, il bat campagne, il vous donne de l'argent. Après, il est à cheval entre Kinshasa et là où il vit. Il se bat maintenant avec les émoluments qu'il gagne ici pour payer les crédits, rembourser les crédits qu'il avait pris là-bas. Il ne fera jamais rien pour vous. Mais lorsque nous allons nous approcher des futures élections, vous allez encore les voir revenir. Alors, vous faites rien et évolue. Quand il a un souci, même une dent qui fait mal, il prend son avion, il bouge. Vous êtes là. Et ça qui m'étonne, ces politiciens, même le courage, vous allez l'entendre à la télé, on m'a invalidé à l'Assemblée nationale alors que j'avais signalé que j'avais voyagé pour des soins. Monsieur, madame, l'escroc, tu voyages pour des soins. Mais nous, nous qui te votons là, quand on est malade, nous allons où? Nous mourrons ici à Mama Yemo. Alors, vous ne faites rien pour que les Mama Yemo là, et tout ça, puissent s'améliorer. Vous nous regardez comme ça, avec nos maladies, on va encore vous voter. Non. Un musicien avait chanté, tu auras voté les sous. Très bien. Donc, population, réveillez-vous. 2023 doit être l'année des sanctions. 2023 doit être l'année des sanctions. Tel était son dernier mot. Il s'appelle Camille Malobo. Il est dans son actif président de la génération Congo Nouveau. Nous avons consacré toute une émission pour parler de Congo Nouveau. Un grand merci à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est bon. Vous étiez nombreux à suivre cette émission, mesdames, messieurs. L'imagination est plus importante que les savoirs. Albert Einstein, mesdames, messieurs, c'était à la présentation. Arnold de Tiani. Sinon, portez-vous bien. Bonsoir chez vous.